Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Horus. Alors depuis très longtemps, aux quatre coins de la planète, des hommes et des femmes ont témoigné avoir aperçu d'étranges créatures. Au fil du temps, en fonction des continents, nous avons surnommé ces créatures de différentes manières. Mais nous pouvons les cataloguer en deux grands groupes. Il y aurait d'un côté les dogman, donc sorte de créatures mi-humaines, mi-canidées, qu'on appelle plus communément chez nous en France loup-garou. Et de l'autre, les Bigfoot, créatures anthropoïdes, velues et aux grands pieds, d'où l'appellation en anglais Bigfoot. Je dirais que le problème avec ces créatures, c'est qu'à ce jour, nous n'en avons jamais capturé. Donc de ce fait, elles sont classées dans la catégorie cryptozoologie. Donc en fait, c'est l'étude d'animaux qui vivraient sur Terre, mais non répertoriés officiellement. Alors en fait, on a l'impression que ces êtres apparaissent et disparaissent. Et donc si nous étions face à des créatures venant d'autres dimensions, parallèles à la nôtre, et qui, sous certaines conditions, avaient la faculté de venir interférer dans notre matrice. Et donc, pour développer cette piste de recherche, j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Bragi Belovac. Bonjour Bragi, comment vas-tu? Bonjour Jérôme, ça va? Nickel, impeccable. Alors Bragi, moi je t'ai découvert avec ton dernier livre qui s'appelle Bigfoot et Dogman. Alors je tiens à préciser que tu as écrit d'autres livres, notamment le manuel d'utilisation de la planche cercle réciproque. Oui. Et la calèche sur le chemin pour une vision holistique des phénomènes inexpliqués. Tout à fait. Donc, est-ce que tu peux te présenter, Bragi, dans les grandes lignes, et Ouais. puis nous expliquer un petit peu comment t'es venue cette passion? Bien sûr. Donc Bragi Belovac, qui est mon nom de plume, mon avatar internet depuis 2003 déjà. Ça fait maintenant, on va dire une vingtaine d'années. Ouais, une vingtaine d'années que je fais ça sérieusement. 20 ans en arrière, ça me ramène à 22 ans, donc ça serait même un peu avant. J'ai commencé réellement, sérieusement à 20 ans. Avec les lectures d'Alan Kardec pour le Mhm. spiritisme, mais bien avant, on va dire entre 14 et 18 ans, j'étais déjà dans la radiesthésie, mais avec comment dire, une approche encore très adolescente. Radiesthésie, la capacité de la pyramide de Gizeh à momifier la matière organique, toutes ces choses-là. Mais ce qu'il faut retenir, parce qu'on parlait de spiritisme à partir de mes 20 ans, et puis avant un peu je commençais par la radiesthésie, c'est que ce que j'aime, ce qui fait partie de ma personnalité, c'est que, ok, phénomène inexpliqué, c'est génial, je suis un doux rêveur depuis l'enfance, Mhm. mais je veux pouvoir expérimenter moi-même et me rendre compte si tout ça, ça existe. Et ça, c'est un de mes trois piliers, on va dire, dans mes recherches. C'est lire des bouquins de référence. Donc, je me documente énormément pour savoir quels sont les bouquins de lesquels je peux retirer la quintessence de la matière étudiée. Ensuite, une expérimentation personnelle, ce qui m'a conduit au fil des années à finir sur la branche occulte, sur Mhm. l'occultisme. Et puis, troisième voie, c'est aller sur le terrain. Ça, je l'ai fait un petit peu plus tard. Je l'ai fait à partir de 2015. Et avec ces trois piliers-là, en fin de compte, je me rends compte que pour trianguler le phénomène inexpliqué, ça marche. Ça marche. On arrive à comprendre les choses de manière beaucoup plus cohérente. Mhm. Après, il y a aussi mon bagage scolaire, on va dire, et mes études, puisque j'ai fait des études en agriculture, donc on va dire les pieds sur terre, avec des parents très cartésiens, une famille d'origine rurale avec ces valeurs-là, et donc des études en ce sens, donc toujours avec cette volonté d'accrocher, effectivement, de s'enraciner dans la réalité, avec ma personnalité qui, elle, à l'inverse, est complètement liée au monde onirique. En fin de compte, je suis un grand, comment dire, un grand rêveur de base, depuis tout petit. Et puis, on va dire que tout ça, ça a réussi à créer un mélange détonnant, c'est-à-dire aller oser explorer ces phénomènes, mais en essayant toujours de revenir aux fondamentaux physiques de notre réalité, de ne pas aller s'envoler trop et puis de plus avoir les pieds sur terre. Et aujourd'hui, il s'avère que parce que c'est ce qui me motive aujourd'hui, c'est de communiquer dessus, c'est Mhm. d'expliquer, dire voilà, moi j'ai été un petit peu plus en avant que d'autres. Maintenant, je demande aux gens de venir aussi expérimenter par eux-mêmes et de se rendre compte que le monde qu'on a sous les yeux,
quand on regarde le message sociétal, est bien triste, parce qu'on nous pousse à consommer, on nous pousse à regarder des informations qui sont stressantes. Hein. C'est vrai que les nouvelles qu'on a de par le monde, on jongle d'une maladie à une guerre, d'un problème politique à... On nous laisse pas de répit en ce moment. Voilà, et je pense qu'on se perd et que certaines personnes, je dis pas que tout le monde est en attente de spiritualité. Quand je parle de spiritualité, c'est une spiritualité à la française, je dirais une spiritualité laïque. Cette spiritualité-là, on nous l'offre pas, on nous donne pas la possibilité de connaître la place de l'homme dans l'univers. Mmh. D'où l'on vient, ce que l'on est et où on va. Alors parce qu'il y a des spécialistes, il y a des scientifiques qui disent ça c'est notre spécialité, donc vous écoutez, mais voilà, vous restez à votre place. On a des politiques qui nous disent non, nous on s'occupe de ce qu'il faut faire pour voter, vous restez à votre place. Voilà, tout le monde a sa spécialité, puis les gens lambda, ben, ils ont le droit que de consommer, de dormir et d'aller bosser. Et ça, je peux pas quoi, je peux pas accepter ça. Preuve en est, c'est que si ces gens avait la vérité, la société irait bien, et or, il me semble que c'est pas le cas. Donc voilà, moi je viens de mettre ma toute petite pierre à l'édifice en disant voilà, il y a des gens dans le monde entier qui voient des choses, qui expérimentent des phénomènes inexpliqués. Ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse à tout le monde. Je l'ai expliqué dans mon premier livre, La calèche sur le chemin, nous sommes auto-créateurs de 80% des phénomènes que nous vivons. La plupart sont auto-générés par la puissance de notre esprit, sous des critères souvent émotionnels, puisque les gens le font de manière intuitive. Il y a du stress. Souvent, c'est le levier de la peur, de la colère qui peut générer certains phénomènes. Et il y en a plus de 80%, puisqu'en allant sur le terrain, c'est la proportion que j'ai eue. C'est-à-dire qu'on a été sur le terrain pour se rendre compte que c'était les gens qui autogénéraient. Et du moment où on leur faisait prendre conscience que c'était eux, le phénomène cessait. Et ça, c'est quand même incroyable. Et il reste quand même 20%. Et ces 20%, je les ai étudiés dans le bouquin, effectivement, pour lequel tu m'invites aujourd'hui, Bigfoot Dogman, puisqu'il y a ce que j'appelle le facteur exogène, qui est multiple en fin de compte. Il y a d'autres consciences qui existent, mais pas sur les mêmes rapports spatio-temporels que nous. La science, c'est pas farfelu ce que je dis, la science non, du tout. admet l'existence de dimensions supplémentaires pour expliquer la réalité physique dans laquelle nous baignons. Donc c'est une piste de travail, je dis pas une réalité, mais c'est une piste de travail que l'on peut suivre aujourd'hui à notre niveau. On nous a aussi dit, et l'occultisme nous le disait aussi, que la matière est vibration. Si elle est vibratoire, son niveau de vibration en fonction de sa fréquence peut nous faire apparaître des choses et faire disparaître des choses. Donc voilà, il faut l'admettre aussi, c'est une belle piste de travail. Et ce n'est pas comment dire, un sujet gardé par les scientifiques. Tout le monde peut le faire, j'en suis la preuve. Moi, en parallèle de ma vie, je viens de sortir dans le bouquin Bigfoot Dogman des informations que personne n'a trouvé. Aujourd'hui, personne n'était en mesure ou ne s'est intéressé à ces informations. Et moi qui ne suis personne, j'ai réussi à remonter des choses. Donc nous pouvons tous, par notre curiosité, en utilisant ce qui fait de nous des êtres humains, notre vraie intelligence, et non pas l'automatisme dans lequel la société veut nous envoyer. Hein, voilà, être un être humain, c'est sortir de ses habitudes. C'est ça l'intelligence humaine. Oui. Et du coup, là, voilà, j'en ai sorti des choses tellement incroyables, des parallèles qui pourtant me semblaient, moi, évidents. Mais voilà, je suis le premier à les sortir parce que les gens sont enfermés dans des clivages, dans des spécialités. Et qu'est-ce que j'en sors? J'en sors aujourd'hui des ponts entre les ovnis, les cryptides, les phénomènes inexpliqués. Et voilà. Et voilà, si bien qu'aujourd'hui, moi, il n'y a personne pour l'instant qui est venu me voir en disant que c'était des conneries. Moi, j'ai pas d'ufologue ou de cryptozoologue qui sont venus me voir pour l'instant pour me dire ce que vous dites, enfin, ce que vous proposez n'est pas une piste intéressante. Je dis pas que c'est la vérité, mais voilà, c'est une piste qui, pour moi, semble être intéressante. Non, mais c'est une très bonne piste parce que moi, quand j'ai découvert ton livre et tes recherches, justement, moi, c'est un petit peu pour ça que j'ai créé Horus. C'est que je me suis rendu compte, comme toi, depuis des années, que je m'intéresse à de nombreux sujets de recherche alternatifs. Je me suis rendu compte qu'à un moment donné, on n'avançait plus, quoi. Tout à fait. En fait, tu as fait une belle émission avec Guillaume sur Nurea TV, où tu expliquais justement qu'en fait, les recherches sont cloisonnées.
C'est-à-dire qu'on va avoir des ufologues, des cryptozoologues, des chasseurs de fantômes, et chacun reste un petit peu dans son petit coin et ne veut pas ou n'ose pas aller explorer d'autres pistes, d'autres recherches. Et toi, c'est ce que tu as fait, justement, tu t'es ouvert les portes. Tu ne t'es pas cloisonné, comme tu le dis, dans une recherche bien spécifique. Et c'est comme ça, moi, je pense qu'on peut faire avancer les choses. C'est qu'à un moment donné, on s'intéresse, par exemple, à l'ufologie, je dirais que depuis 80 ans, on n'a pas avancé d'un iota, quoi. Tout à fait. Alors, en plus, je rebondis. Je vais être invité, c'est incroyable, par une chaîne, je ne sais pas si on peut la nommer, mais Ah un oui, mais groupement d'ufologues parisiens. Donc, c'est OVNI Paris. mhm, Et ces gens m'ont invité et j'avais lu, Patrice Galacteros a eu la gentillesse de m'envoyer un mail justement d'échange avant de prendre contact avec moi, dans lequel il est en gros marqué. Braji Belovac, là, il a peut-être sorti quand même quelque chose parce que ça fait des années qu'on n'avance pas. On voit bien qu'il y a des phénomènes qui ressemblent au phénomène OVNI. On va peut-être quand même aller regarder. mhm. Voilà, donc c'est super Ouais. positif, c'est super Mm. positif parce que là, ce sont des ufologues pure souche et ces gens-là, on le recule, ils commencent à se dire, voilà, on arrive au bout d'un système. Alors, il y a des gens comme Jacques Vallée qui avaient déjà mis le doigt sur des choses, hein. Oui, oui, Il y a oui, des oui, gens oui, qui avaient compris, hein, oui, des oui, oui. ufologues qui étaient très ouverts, à la pointe, qui ont bien compris les choses. Et puis même dans les hautes sphères, il y a des gens qui ont bien compris ce que c'était, hein. J'en ai eu Aussi. confirmation par la voix de la gendarmerie notamment et par d'autres. L'État a bien conscience que ce ne sont pas des drones qui ont survolé les centrales nucléaires ou que les mutilations animales là qu'on a sur les chevaux posent vraiment des problèmes et ils Oui, sont oui. voilà, ça va plus loin, ça va Mhm, plus loin. mhm, Tous ces gens-là ne peuvent pas tout dire parce que ça serait montrer qu'ils sont impuissants, mais voilà, ces phénomènes vont, et je le mets en conclusion de mon bouquin Bigfoot Dogman, vont s'accroître, surtout mhm. le Dogman, ça va s'accroître. Je dis ça, c'est pas parce que je suis médium et que j'ai reçu des fois, j'ai eu des messages. Non, mais Non, c'est que comme tu l'expliquais, hein, parfois on peut nous-mêmes générer ces apparitions, notamment avec la peur et le stress. Et je dirais qu'en ce moment, au niveau stress et peur, on est bien dedans, on est quoi. en plein Donc dedans. à mon avis, comme tu le dis, le phénomène va peut-être s'accentuer. Alors, il va s'accentuer. Alors, moi, je vais au-delà de ce que je te dis là, hein. C'est pas de la spéculation, c'est que je me suis rendu compte que c'était certains types de sols qui fournissaient la porte d'entrée à ces phénomènes. Oui, Et oui. c'est la dégradation de ces milieux par la pollution humaine qui donne à ces sols la capacité d'ouvrir les portes à ces phénomènes. C'est ça qui est important. Et ce sont des critères physico-chimiques, hein. Donc, Oui. ce n'est pas de la spéculation de médium que je suis en train de donner. Mhm, Moi, je mhm, donne des critères précis, tout en sachant que Bigfoot Dogman, ce bouquin est né de ma rencontre avec un chercheur du CNRS, ingénieur en eau et forêt, avec qui j'ai travaillé pendant 6 mois sur le terrain. Alors lui, évidemment, n'est pas au courant de ce que je fais, hein. mhm. C'est un autre monde, le Non, mais monde. lui, t'as eu une approche Mais scientifique. il avait les connaissances qui m'ont permis, moi qui pense continuellement à ces phénomènes, de comprendre d'un coup que ce qu'il m'offrait en information étaient les réponses à mes questionnements d'il y a 5 ans. Puisqu'il y a cinq Mhm. ans en arrière, il s'était déjà passé des choses qui m'avaient fait avancer d'un pas sur des phénomènes inexpliqués. Oui, c'est ce que tu expliques dans ton livre. En fait, tu t'es rendu compte justement que ces apparitions de créatures, on va dire, il y a comme des spots, Oui, et qu'en fait, ces spots, lorsque tu as fait ce lien avec les compositions des sols que tu étudies avec ce monsieur, mm, en fait, tu as fait ce lien avec l'eau, tout à fait. une roche particulière. Alors, je Oui. ne sais pas si tu veux la nommer ou Non, si... pas pour l'instant. Non. Je Bon, préfère garder, d'accord, mais voilà, après, il d'accord. n'y a rien de secret si on, si on prend le bouquin, hein. Non, bah, mais Non, mais justement, on après, va donner envie aux voilà, personnes il faut donner de... envie. Sinon, moi, On je va... sais que j'avais eu des arguments sur Nura TV. Il y avait eu un monsieur qui avait mis un commentaire qui m'avait dit, mais c'est quoi cette nature de sol? Vous n'en avez pas, comment dire, le copyright, il faut nous le donner. Oui, enfin, c'est facile de donner, mais à un moment, enfin, je veux dire, j'ai passé du temps 6 mois à travailler là-dessus, donc je Oui, ne non, peux pas mais non plus tout donner comme ça, évidemment. exactement, exactement. Alors, moi, je compte en parler avec toi, donc je vais m'abstenir, pardon, de nommer cette fameuse roche et composition du Ouais, sol. ouais. De toute Mais façon, c'est un sol complexe, hein, donc bon, mhm, mhm. il y a pas, voilà. Mais il y a notamment la présence de l'eau. Oui, Et du coup, pour faire ce lien avec l'ufologie, la dernière vidéo d'Horus, c'était l'interview d'Egon Kregel, d'accord. Que j'ai qui, eu l'occasion de rencontrer dans une enquête en commun à Paris. Ouais. voilà, hein, Egon, qui est une personnalité hors du commun et Hmm. vraiment très très belle âme.
Et justement, on a évoqué des apparitions d'ovnis, Mmh. où il m'expliquait qu'en fait, ces ovnis apparemment étaient attirés par les plans d'eau. Très Oui. souvent, on retrouvait des étangs, des lacs, des rivières à proximité de ces apparitions. Mmh. Et moi, ça fait écho justement aussi à de nombreuses recherches que j'ai menées sur l'eau. Tout à fait. Et alors, pour rebondir là-dessus, moi, je sais que on nous passe quelques messages dans certains films. Voilà, il y a des réalisateurs de films, je pense qu'ils sont initiés à pas mal de Oui, choses. mais j'ai eu confirmation par des personnes, qui travaillent dans ces milieux-là et oui, oui, il y a un gros travail, qui est fait par des gens qui savent. Alors soit ils vont rechercher dans les légendes anciennes, soit effectivement ça leur est soufflé par différents biais. Ouais. Mmh. Et justement, on retrouve très souvent l'élément eau dans des films. En fait, l'eau est utilisée pour passer d'une dimension à une autre. Hein, je vous Oui. donne quelques exemples. On a par exemple, je m'en sers dans mon générique Matrix, Mmh. où lorsque Neo prend la pilule rouge et il touche le miroir, on a l'impression que le miroir se transforme en eau et vient complètement l'englober. Et c'est à ce moment-là qu'il quitte la matrice. D'autres films aussi comme Stargate, la porte des étoiles, où Mmh. lorsqu'elle s'active, Tout le à centre fait. est rempli d'eau Bien vu. Ouais, pour partir dans une autre dimension. exact. Il y en a pléthore, hein, je vais pas tous les nommer. Stranger Things, une série Mmh. que j'ai vraiment adorée, où 11 doit s'immerger dans de l'eau pour passer aussi dans une autre dimension. Donc à la fin, d'ailleurs, ils prennent une piscine gonflable dans le gymnase là, qui remplissent d'eau avec du sel pour qu'elle s'immerge et qu'elle puisse aller dans cette autre dimension. Il y en a plein. Il y a Constantine aussi, toujours avec Ken Reeves, Mmh. où il Mmh. est obligé de se mettre les pieds dans une bassine d'eau pour pouvoir partir dans l'autre dimension. Mmh. Donc Oui, bien, je me souviens de la scène. Après, il y a un retournement, je crois, hein, voilà, il y a une voilà, scène de retournement. bah, comme dans aussi, comment ce film avec les Pirates des Caraïbes, Oui, où le bateau se le retourne bateau se aussi. retourne aussi, Exact, voilà. bien Donc vu. on a très souvent des petits signes comme ça où l'eau est utilisée justement, sert de support pour passer d'une dimension à une autre. Ouais. Et donc moi je trouve que ça matche complètement avec tes recherches, puisque Ah, mais complètement. l'eau est omniprésente. Alors, ce qu'il faut expliquer, parce que j'ai dit qu'avant le Dogman, avant mon éclair de génie sur le Dogman, j'avais eu une expérience qui m'avait fait poser une question. La question était, existe-t-il dans les milieux naturels des caractéristiques qui permettent à des milieux des phénomènes spontanés d'apparaître? Donc c'était la grande question que j'avais depuis 5 ans. Pourquoi? Parce que en 2017 ou 2018, je suis en vacances à Carcassonne avec ma femme et mes enfants. Nous sommes dans une petite maison qui est au cœur d'un village très historique, donc on est vraiment au centre du village. Donc une vieille maison. Une vieille maison en pierre. Mmh. Et toute la semaine, d'ailleurs, je profite cette semaine-là, j'emmène ma femme à Rennes-le-Château. J'avais jamais vu, donc on y est parti. On visite Carcassonne, donc des lieux quand même assez chargés. Hein. Il y a de l'histoire, il y a des mystères autour. Hein. C'est une région assez chargée, et à juste titre. D'ailleurs, j'en parle dans mon bouquin La calèche sur le chemin. Pourquoi? Et alors, je me retrouve dans cette maison. Et un soir, j'avais emmené mon matériel de radiesthésie, puisque je continue la radiesthésie. Hein. C'est d'ailleurs l'une ce qui me permet de faire beaucoup d'expérimentations pratiques en occultisme, puisque la radiesthésie est une sous-branche de la magie, hein, en fin de compte. Et donc, ce soir-là, je me dis, tiens, on n'a pas trop marché, je suis pas trop fatigué, parce qu'il me faut quand même une certaine tension nerveuse pour faire ce genre de choses. Et pendant que ma femme regarde la télé, je suis assis dans cette petite salle, et j'ai effectivement de l'eau. J'ai un verre d'eau. J'ai un verre d'eau dans les mains, et je veux charger cette eau, y mettre une intention. Le but étant ensuite de prendre le fameux matériau dont on ne va pas prononcer le nom, D'accord. pour pas reprendre Harry Potter, La pierre philosophale, la pierre dirons-nous. philosophale. Et je me dis, une fois que j'aurai chargé cette eau, je vais immerger ce minéraux dans l'eau. Et demain matin, avant de partir en excursion, je vais mesurer la pierre et voir si je retrouve la charge de l'eau, pour voir Mmh. s'il y a eu transfert. C'était tout simplement ça, tu vois, c'était vraiment Faire pas une petite une expérience. petite expérience qui me coûtait peu de temps. Donc, je commence à charger mon eau. Machinalement, mon regard est attiré par la télévision 2-3 fois, parce que quand on voit des images sur le côté, on ne peut pas s'empêcher de regarder, mais je charge mon eau avec mon pendule.
Et je pose mon minéraux et je monte me coucher avec ma femme, on couche les enfants et on s'endort. Et vers 1h du matin, minuit et demi, 1h, j'étais très profondément endormie, c'était vraiment lointain, la voix de ma femme qui m'appelle et j'entends la voix dans le rêve, hein, c'est vraiment bizarre. Donc je remonte d'un coup, mais c'était long, hein, elle a mis du temps. Et elle est terrorisée, elle me dit, écoute, elle me dit, la télé s'est rallumée, il y a des lumières et tout. Je dis, putain, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas du tout là-dedans, moi, on vient de me réveiller en sursaut en pleine nuit. Des voleurs dans la maison. Ouais, donc je descends, mais en fait, dès que je descends, je commence à me dire, c'est ton expérience. Ça me vient tout de suite. J'entends le bruit de la télé, effectivement, la télé est rallumée, les lumières sont allumées, c'est un feu d'artifice électrique dans la maison, enfin, tout ce qui peut s'allumer, s'allume, hein. C'est la fête, quoi. Donc j'enlève les câbles, je jette mon eau, je me dis, putain, ça tombe, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je remonte à l'étage, on se recouche. Moi, je suis en sueur. Ma femme est terrorisée. 1h après, j'ai mon petit garçon à l'époque, mon plus grand, qui avait 5 ans, qui se réveille 1 heure après, hein, qui me dit, papa, il y a quelqu'un. Papa, il y a quelqu'un. Ok. Nous aussi, on ressentait l'ambiance pesante, hein, lourde. Oui. Il y a quelqu'un. Une présence. Voilà, je le recouche. Mon petit deuxième de 3 ans se réveille avec ses mots à lui. Il me dit qu'effectivement, il y a quelqu'un aussi. Alors, le grand s'était rendormi. Le petit, 1 heure après, hein, me dit pareil. Il se réveille, il me dit pareil. Mais j'essaie de le réconforter comme je peux parce qu'il est vraiment pas rassuré. On se couche. Bon, puis la nuit se passe avec des difficultés d'endormissement. Ouais. On a peur. On sent que il y a quelque chose. Il y a un plus. Il y a un plus. Le lendemain matin, évidemment, je déjeune le nez dans le bol avec ma femme qui est très en colère parce que qu'est-ce que tu nous as fait comme bêtise? Tu sais très bien que dans ces maisons-là, c'est chargé. C'est une maison historique. Comment on va faire? Il nous reste 3 jours à dormir dans la maison. Enfin, le délire, quoi, le délire. Moi qui m'excuse platement. Enfin, c'était horrible comme histoire. Moi qui me promets de ne plus jamais faire aucune recherche de rien du tout. J'étais dans un état de terreur parce que je suis papa et je suis très attachée à mon rôle de papa. Et pour moi, c'était une incursion de quelque chose qui n'avait pas à être là dans le cadre de ma famille et je m'en voulais beaucoup pour ça. Voilà, moi mes enfants ne savent pas ce que je fais, j'en parle très peu. Mon grand commence à comprendre forcément, mais sinon j'en parle très peu. C'est pas des sujets qu'on a à la maison. Et du coup, voilà, je reste avec ça. Et puis au fur et à mesure, parce que ce moment-là j'étais encore en enquête de terrain, on rencontre des prêtres exorcistes, je rencontre l'équipe de l'IFRES, notamment Joël Uri. Donc c'est une association spirit qui tente de prendre en photo des visages sur une nuage de brume avec une machine qu'ils ont réalisée par la médiumnité de Joël qui reçoit des messages qu'il écrit par écriture automatique. On leur donne des ordres, pas des ordres, mais on leur explique comment réussir à monter une machine comme ça. Je crois qu'ils en sont arrivés aujourd'hui à faire un larynx pour obtenir aussi les sons qui vont avec les photos. Les voix. Ouais, les voix. Donc vraiment, ils font un gros travail depuis 30 ans. C'est comme ce qu'on appelle, c'est une amélioration de la TCI. TCI, ouais, tout à fait. Et donc, Joël rentre en transe pour nous, pour notre association un soir. On a été les voir et il me donne l'information. Il me dit, en gros, ce que tu as vécu est une manifestation de toi-même, c'est une forme pensée, c'est auto-généré. Et quand on va rencontrer un curé, un prêtre exorciste, lui me dit, dans ma carrière, parce que c'est un monsieur qui avait plus de 70 ans et qui a officié comme prêtre exorciste pour mon diocèse, le diocèse de ma région, enfin de mon département, qui me dit la majorité des cas d'exorcisme, en fait, c'est les gens qui autogénèrent, qui se mettent dans un état d'esprit, qui arrivent même à manipuler la matière. Donc ce monsieur me dit ça quand même. Plus Joël Uri, tout ça, je me fais ce chemin et je reprends toutes les affaires d'Antis qu'on avait déjà fait et je comprends qu'il y a 80% qui sont autogénérés et que moi-même, j'ai autogénéré sans le vouloir un phénomène dit de hantise et je l'ai vécu et j'avais tous les matériaux sur la table, un peu comme le battleur de la carte de tarot. Voilà. J'avais tous les éléments sur la table pour comprendre comment reproduire le phénomène et comment avancer. D'où ma question, existe-t-il dans les milieux naturels ces critères, tous ces éléments
qui permettent qui permettent d'autogénérer dans la nature spontanément les choses pour des facteurs exogènes. Et voilà qu'en 2021, avec un chercheur du CNRS, je me retrouve sur ce type de sol qui correspond réellement à tout ce que j'avais fait à Carcassonne. Tu avais les ingrédients dans ce sol. J'avais tout. Et là, commencer mes recherches sur les cartes, chercher les hotspots d'OVNI, les hotspots de cryptides, les types de sols. Et quand on met toutes les cartes ensemble, qu'on les superpose, ça match. Tout colle. Et là, je me dis, bingo, mon pote, il va falloir que tu écrives un bouquin. Je comptais pas en réécrire. Hein. Moi, j'avais écrit La calèche sur le chemin. J'étais arrivé au bout de ce que je voulais. Mais la providence ou une forme de guidance m'a mis devant le fait accompli. Et en cherchant sur Internet, je me suis dit, j'ai l'impression que je suis le seul au monde à le savoir. Non, mais c'est vrai que tu as fait ce lien avec l'eau et cet autre ingrédient. Et moi, Mais pas que, parce qu'il y a 5 critères. Il y a 5 critères en tout qui permettent de créer ce portail. Et ces critères-là sont réunis sur un type de sol naturel et sur un type de sol qui normalement n'a pas cette caractéristique, et c'est la pollution humaine qui permet cette dégradation et d'obtenir le même milieu naturel en version polluée en fait. Voilà, et ça colle. Et d'où ma théorie, c'est un phénomène qui va s'accroître parce que d'une humanité matérialiste, irrespectueuse de son environnement, nous sommes en train de générer des phénomènes dégueulasses du monde subtil. L'infrafaune. Nous sommes en train de permettre à l'infrafaune de rentrer plus facilement dans le milieu. Voilà. Donc, et c'est vraiment pas des conneries de médium. Enfin, excusez-moi, parce que non, mais je veux dire de médium qui serait parti dans un délire. Non, parce qu'en plus je travaille avec une amie médium. Je vais me faire tuer. Non, mais je veux dire, c'est pas une connerie d'un illuminé, quoi, d'un mec qui croit qu'il a une médiumnité absolue et puis qui commence à partir dans des scénarios à la Star Wars. C'est pas ça que je veux dire. Moi, je veux dire que c'est par des choses concrètes que j'obtiens ces conclusions, qui sont en plus expliqué dans des bouquins d'ésotérisme. On explique que les interactions sales que l'être humain peut mettre en place font que, effectivement, on attire les phénomènes spirituels en conséquence. Et là, j'en ai l'exemple type par mes recherches. Ouais. Oui, parce que lorsque tu n'étais pas sur un sol naturel, tu as vu aussi que ça fonctionnait sur des sols pollués par les hommes, quoi. C'est ça. Et puis les hotspots les hotspots de Dogman ne sont pas les mêmes hotspots que les hotspots de Bigfoot. Le Bigfoot est sur un sol naturel, ce qui tendrait à montrer que le Bigfoot est un phénomène qui est lié à l'évolutif. C'est-à-dire c'est un phénomène qui existe parce qu'il est dans un cycle d'accroissement de sa conscience, de son expérimentation dans la matière. C'est un phénomène qui doit exister parce qu'il est dans l'ordre des choses, alors que le Dogman, qui n'apparaît pas sur les types de sols du Bigfoot, et dans les sols, on va dire, adjacents, est une créature qui pirate la réalité, qui pirate un milieu pour obtenir le même effet que celui du Bigfoot, qui lui est un phénomène naturel. Voilà. On le voit, c'est très net quand on commence à étudier les choses, on voit qu'il y a 2 types d'infrafaune, parce que le Bigfoot fait partie aussi de l'infrafaune. Dans mon esprit, pour bien faire comprendre aux auditeurs, on a notre monde à nous, ce qu'on appelle en occultisme le monde physico-éthérique du 7e sous-plan du 7e plan, voilà, voilà. Pour parler un peu genre Hellboy, les trucs un peu occultes. C'est ça. Voilà. On a en dessous de nous une infrafaune et au-dessus de nous une suprafaune. Le phénomène OVNI est un pot-pourri de ces deux choses. Ce n'est pas le phénomène OVNI est l'effet visuel de la manifestation dans notre réalité physique d'une infrafaune et d'une suprafaune. Et le phénomène OVNI, effectivement, quand on regarde les cartes, on le voit qu'il est lié soit à des régions très pluvieuses. Aux États-Unis, moi j'ai pris les cartes parce que c'était les cartes les mieux référencées. Donc la Floride, on a la Colombie-Britannique et l'État de Washington aux États-Unis. La Colombie-Britannique, c'est l'État voisin au nord au niveau canadien, qui sont des hotspots de Bigfoot, mais aussi avec des hotspots d'OVNI, si on regarde les cartes. On a la Californie parce que, certes, il y a une partie désertique, mais on a toute une bande de pluviométrie qui s'engouffre dans certaines vallées, et c'est très net quand on regarde la pluviométrie en colorimétrie sur ces cartes. On voit bien que la langue de pluviométrie de Californie
colle avec la langue de hotspot de Bigfoot et la langue de hotspot d'OVNI. Voilà. En Utah, qui est on va parler du Skinwalker Ranch, on va dire, bah non, mais c'est un état ultra désertique en fait, ça marche pas votre histoire. Eh ben, regardez la pluviométrie de l'Utah, vous allez voir qu'il y a une bande de pluviométrie qui vient s'échouer sur le Skinwalker Ranch. Très localisé, pile poil sur cette zone. En plein dedans, en plein dedans. C'est une petite bande verte, d'ailleurs, dans les colorimétries, c'est une petite bande verte qui en plus vient s'allier à des types de sols qui serait, on va dire, un troisième type de sol, mais qui au final récupère les 5 critères que j'énumère, voilà, pour pouvoir créer le pont. En fin de compte. Et d'ailleurs, il y a une série que j'ai appris un peu plus tard, moi. On m'a dit, mais Bragi, ça ressemble à la série, là, il y a 2 saisons du Skinwalker Ranch. Je dis, bah ouais, peut-être, je sais pas. Il commence à parler des sols. Mais je dis, les gars, ils ont compris, ça y est, enfin. C'est cool. Oui, ça match aussi. Et c'est vrai que j'en profite pour faire une petite publicité à mon ami Antoine qui a créé le magazine Génération Cité d'Or. Dans le numéro 1 que voici et dans le numéro 2, il y avait un gros dossier écrit par Marie Roca, justement sur les Bigfoot. Et on se rend compte, alors justement, ce qui est intéressant, c'est que tout comme les apparitions de loup-garou ou de Dogman, parce que selon ces apparitions Dogman, enfin cette nomination Dogman et Bigfoot, on pourrait penser que c'est un phénomène exclusivement outre-Atlantique, mais pas du tout. C'est un phénomène mondial, comme celui des ovnis. Et d'ailleurs, moi, dans ce dossier, dans cet article de Marie Roca, je découvrais qu'il y avait aussi des apparitions de Bigfoot en France. Je viens de découvrir que, parce que je me suis renseigné depuis peu sur ce phénomène, il y a aussi de nombreuses apparitions de loups-garous en France. Oui, mais c'est grâce au travail qui a été fait de Lionel Camille il y a quelques Lionel années. Camille sur sa chaîne. Moi, je suis en contact avec lui maintenant. On va dire qu'il est venu à moi parce que il souhaite écrire un bouquin et du coup, on va pas mal travailler ensemble. C'est vrai que de commun accord, on s'est dit, on échange ensemble oralement. Enfin, on s'envoie des petits messages oraux. Et il me dit, ça serait con qu'il y ait des guerres de chapelle, ce qui existe partout d'ailleurs. Malheureusement. Et lui comme moi, je pense qu'on travaille en bonne intelligence et sa théorie peut venir compléter la mienne et inversement. Donc voilà, donc je serai dans son prochain bouquin et lui l'était déjà dans mes anciens bouquins parce que je mettais en bibliographie, j'estimais que son travail était intéressant et je m'en étais inspiré. Enfin, du moins inspiré. C'est-à-dire que lui, c'est un bon conteur. Il va chercher les informations. Et moi, j'avais besoin justement de témoignages pour que mes théories collent au terrain. Et du coup, lui avait amené effectivement sur un plateau, m'avait amené pas mal d'histoires de Dogman qui faisait que j'arrivais à recroiser ma théorie avec la pratique terrain et de me rendre compte que ça collait. Voilà, c'est pour ça que du coup, c'était évident pour moi que sa bibliographie devait être présente dans mes bouquins. Mais je tiens à rebondir justement sur une dernière émission, enfin je ne sais pas si elle est si récente que ça, que Lionel avait donnée, je crois aussi sur Nurea TV. C'était par rapport à la disparition d'une jeune ado franco-anglaise qui était partie avec ses parents, son petit frère et sa petite sœur. En Asie. En Asie. Et la première nuit qu'ils ont passée là-bas, cette adolescente a disparu. Il y a eu d'importants moyens de recherche qui ont été mis en place. Ils ont vraiment ratissé tout autour de ce complexe hôtelier où ils étaient, et ils n'ont pas retrouvé cette adolescente. Ils ne l'ont retrouvée, je crois que c'est 7 jours plus tard. Peut-être entre 3 et 5 jours. Oui, entre 3 et 5 jours à côté d'une cascade. À côté d'une cascade. Voilà. Et c'est là où j'ai tiqué parce qu'en fait, apparemment, toutes les opérations de recherche avaient ratissé large et avaient aussi regardé cet endroit. Ils n'avaient rien vu. Et alors j'en parle dans mon bouquin, j'explique parce que pour moi le Dogman n'intervient pas directement dans la disparition, c'est-à-dire que c'est pas un acte de consommation d'êtres humains, de tuerie, mais j'explique dans mon bouquin, il y a une bulle de surréalité en fin de compte. Dans le phénomène OVNI, on le connaît bien chez les témoins. On peut appeler ça l'effet Frange, l'effet Oz ou l'effet sous-cloche. C'est une surréalité. Voilà, c'est une surréalité électromagnétique qui est liée à cette. Voilà, c'est une surréalité qui vient un peu comme une bulle d'huile sur une surface plane d'un verre d'eau. Elle est présente, elle est dans le verre d'eau, mais cette bulle fait que les composants spatio-temporels et les critères physiques au sein de la bulle ne sont pas les mêmes que les critères à l'extérieur de la bulle. Effectivement.
Et il semblerait que ces créatures qui ne sont pas complètement immergées dans notre réalité, elles sont physiques, mais la stabilité n'est pas complète. Lorsque certains témoins se retrouvent en contact avec eux, ils se retrouvent immergés dans cette bulle, et c'est là que se crée la disparition. Voilà. Et comme l'espace-temps n'est plus le même, on peut avoir après, lorsque l'individu revient sur ce plan, eh ben, on peut le retrouver ailleurs. On peut le retrouver à des kilomètres, et on peut le retrouver beaucoup plus tard, dans le temps. Parce qu'il y a un saut qui se fait, il y a un saut quantique qui se fait par la bulle. Une distorsion du temps, quoi. C'est ça, et c'est la bulle qui génère ça. Donc attention, le phénomène Dogman est dangereux. Il est dangereux, non pas parce que on a bien vu que les créatures, au moment d'attaquer, elles finissent par rebrousser chemin à chaque fois. Oui, il n'y a jamais eu de cas d'attaque violente connue. Pour l'instant, ça reste une théorie, hein, mais il semblerait. Par contre, il y a danger, à la fois par l'apparition du Bigfoot ou par l'apparition du Dogman, parce qu'on peut se retrouver immergé là-dedans. Et repartir avec lui. Délocalisé, ouais. Et c'est ça qui est dangereux. Alors apparemment, on finit toujours par revenir, hein, parce que l'information vibratoire de notre corps doit être attachée à notre plan. Mais on va revenir, mais pas en bon état, quoi. Pas en bon état. Et c'est là que c'est dangereux. Je rebondis aussi, tu sais, Lionel Camille avait parlé d'un retraité qui avait été voir un territoire indien. Tu sais, il avait été marcher dans un désert sur un sentier. Il avait disparu. Ils ont retrouvé que son corps à 6 km quelques années après, mort évidemment. Et pour lui, c'était impossible. Il avait une maladie cardiaque. Il ne pouvait pas faire 6 km. Donc il a disparu. Et en plus, il y avait déjà des phénomènes de disparition dans ce secteur. Donc on peut imaginer que ce pauvre monsieur à un moment s'est retrouvé sur l'un de ces sols. Alors il n'y a pas que ça, c'est pas que le type de sol. On a ce que je mets en lumière dans mon premier bouquin, La calèche sur le chemin, des lignes de force. Et le passage de lignes de force au travers d'eau, notamment, de l'eau et d'autres éléments. Alors, on a un effet colline, par exemple, aussi. Les points hauts. Les points hauts voilà, favorisent ça. Et ben, on aurait une distorsion de l'espace-temps, une bulle de surréalité. Et voilà. C'est rare, mais ça existe. Ça existe. Mondialement, on le voit. Mais c'est vrai que je te l'avais partagé, cette info. Moi, j'avais écouté une vieille émission de Marie-Thérèse de Brosse sur Radio Ici et Maintenant, où justement, elle avait interviewé un géobiologue qui, lui, avait travaillé pendant des années justement à l'étude des sols un petit peu partout sur la planète. C'était payé par des grosses compagnies pétrolières, minières, etc. Et en fait, lui, au bout de toutes ces années de recherche, il s'était rendu compte qu'effectivement, lorsqu'on était sur un sol avec des particularités géologiques, notamment des anticlinales, c'est-à-dire là où le sol avec le temps vient lever et donc cet effet colline, ce qu'on appelle l'anticlinal. Le mont Bugarache en est un très bon exemple. Voilà, et c'est à ces endroits, parce que eux étudiaient le sol avec du matériel scientifique assez poussé. Ils se rendaient compte qu'il y avait à ces endroits bien précis, c'était des zones d'anomalies magnétiques. Oui, mais complètement. Mais on en revient. Oui. Alors c'est là où je voudrais en venir avec toi. Parce qu'il avait remarqué aussi, ce monsieur, que très souvent, les anciens sites sacrés de la planète étaient sur ces lieux. Oui, mais tout à fait. Et moi, avec mes longues recherches, j'avais constaté qu'il y avait systématiquement, sur un site sacré, la présence de l'eau et l'utilisation de certaines roches pour bâtir ces bâtiments. Tout à fait. Alors, comme tu l'expliquais tout à l'heure, est-ce que les humains... Est-ce que nous, les humains, nous aurions la capacité justement d'ouvrir ces portes interdimensionnelles grâce à ce qu'on va appeler entre guillemets de la magie, des incantations, l'utilisation d'appareils, de pendules, etc. Enfin, tu es bien placé pour. Ou est-ce qu'on peut aussi, est-ce que justement certaines civilisations antiques auraient compris ce phénomène et auraient justement décidé de fabriquer je mets toujours des pincettes, des espèces de machines en construisant des complexes avec justement des roches bien spécifiques sur des lieux bien spécifiques avec la présence de l'eau. Parce que là, on retrouve tous les ingrédients. Oui. Eh ben, déjà pour faire l'introduction à la réponse à la question, je dirais oui à tout.
Oui, à tout. Maintenant, il faut bien structurer la réponse. Alors, moi, je suis parti de l'étude de mon secteur, Compiègne. Lors de mes enquêtes de terrain, lorsque l'on enquêtait sur le terrain, on avait une association loi 1901 qui s'appelait le GEPI, pour groupe d'études et d'enquêtes sur les phénomènes inexpliqués, qui avait connu un grand succès. Il est fermé aujourd'hui, hein, parce qu'on a souhaité arrêter, pas parce qu'il y avait un manque de boulot, parce que sinon on aurait pu passer une vie. Et donc, j'avais eu de l'information. Et ça, je pense que déjà, dans les peuples anciens, avaient cette capacité de se connecter avec les dimensions subtiles, et donc de recevoir avec un état d'esprit beaucoup plus curieux, ouvert, de l'information exogène. Il y en a toujours eu. Donc on peut imaginer qu'effectivement déjà ils ont eu accès à de l'information comme nous on en a aujourd'hui, puisque moi j'ai eu de l'information par un médium qui m'avait, comme quoi, hein, je travaille avec les médiums, hein, tout à l'heure je n'ai pas été très gentil, mais je me moquais de ceux qui n'ont pas compris ce qu'était un vrai médium. Et de ce monsieur qui était ancien militaire, ingénieur chez Renault, et qui aujourd'hui ne travaille que en tant que radiesthésiste et magnétiseur, et il a un planning chargé, hein, donc c'est quelqu'un de crédible. Ce monsieur m'a donné de l'information. À un moment donné, il me donnait des coordonnées Google Maps. Sauf que lui il ne savait pas pourquoi il me donnait ça, mais moi je le savais très bien parce que ça faisait 2 ans que j'étais sur Google Maps et que j'essayais de tracer mon maillage. Et donc on m'a corrigé. Littéralement, on m'a corrigé mon maillage. C'est-à-dire que j'avais fait des erreurs. Les coordonnées qui m'étaient données étaient des coordonnées correctives. Ce qui en dit long. Ce qui en dit long sur ce que j'appellerais la suprafaune, sur ce qu'il y a au-dessus. Les surterrestres, peu importe comment on les appelle, les extratemporels, peu importe. Mais voilà, il y a bien une guidance. Les nommer, je trouve que c'est les limiter dans ce qu'ils sont. Donc, on va dire la guidance, ou le facteur exogène de la suprafaune. On m'a corrigé mon maillage. Et une fois corrigé ce maillage, je me suis rendu compte que tous les petits sites locaux que je connaissais, puisque je suis picard de souche, le château de Pierrefonds, qu'est-ce que je pourrais d'autre, ça c'est un des plus connus de notre coin, la clairière de l'Armistice, qui est plus récente, mais voilà. En gros, l'être humain, j'en passe, hein, les cathédrales picardes, elles sont toutes sur le maillage. Moi j'ai une carte, c'est énorme, hein, et tout est dessus. Il y a une connaissance des anciens. Les anciens s'implantaient sur ces sites, souvent proches de l'eau, c'est pas souvent, c'est tout le temps, avec un effet colline. Quelquefois, on essaye d'aller sur le point haut, un peu comme si on souhaitait créer une antenne. Hein, c'est ça, c'est un effet colline. Donc on cherche un croisement d'eau, on cherche un effet colline. On utilise, quand on le peut, des pierres bien précises, des formes architecturales précises aussi. Il y a une connaissance en filigrane qui est maintenue, qui va des peuples des mégalithes, en passant par les druides, en allant jusqu'aux prêtres. Et souvent, les anciens druides étaient devenus prêtres, hein, pour se sauver eux-mêmes. Et on retrouve la connaissance druidique dans la pierre des cathédrales, hein, avec l'âne Christ, les corbeaux, etc. C'est des symboles qui ne sont pas issus de la religion catholique. Ça, hein. C'est des druides. C'est les anciens druides qui sont devenus prêtres, et ils n'ont pas fait mourir comme ça. Ils ont perduré. C'est des malins. Et donc il y a toute une connaissance. Après, on a lu les maîtres maçons, et puis aujourd'hui on en a encore, puisque quand on gratouille un petit peu au 19e siècle, évidemment le groupe du Chat Noir, donc ces écrivains initiés qui étaient Victor Hugo ou Jules Verne, eux aussi ont continué. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est pas que j'ai lu seulement. Évidemment, j'ai lu le bouquin Jules Verne, initiateur, je l'ai lu, mais il n'y a pas que ça. C'est que moi qui suis picard, quand je trace mes lignes et que après je regarde sur la carte ce qu'il y a, voilà que je me rends compte que la maison de Jules Verne est sur la Grande Méridienne. Il a implanté sa maison ici. Il est parti de Paris. Alors, il était originaire de Nantes. Il est parti sur Paris. Puis après, il est venu à Amiens. Pourquoi il est venu à Amiens, quoi? Et il est venu s'implanter sur la Grande Méridienne, qui coupe d'abord sa maison, puis ensuite qui coupe la cathédrale d'Amiens. Hein, et le gars n'a pas fait semblant. Mais il y a des raisons, parce qu'il y a des connaissances, il y a des savoirs occultes. Alors, et on sait, alors pourquoi on s'implante sur ces zones? Parce qu'on veut contacter le divin.
On veut contacter les franges supérieures de l'univers, en fin de compte, ces mondes dans lesquels l'espace-temps n'est plus le même, dans lesquels il semblerait avoir une guidance, et on veut se connecter à cette guidance. Donc on implante la cathédrale sur ces lignes de force, on cherche l'aspect oscillateur de l'eau, hein, c'est de l'oscillation qu'on cherche à récupérer. On veut obtenir un milieu sur lequel la fréquence est stable. C'est ça, on cherche une stabilité de la frange, de l'effet Ose, on cherche. Évidemment, on oriente ces sites sur le nord magnétique, on les oriente de manière à être vraiment en corrélation avec l'énergie de la planète. On joue aussi avec les solstices et les équinoxes. Et voilà, et on joue avec les solstices et les équinoxes, puisque la lumière solaire est information. Alors moi, j'invite, si je puis me permettre, j'ai une toute petite chaîne YouTube qui s'appelle Braji Belovac, à regarder la vidéo sur l'archange Saint-Michel. Je mettrai le lien de ta chaîne. Et j'explique mes recherches, où je mets en lumière effectivement l'existence de 100 grandes méridiennes qui sont les artères mondiales sur lesquelles sont placés le lac Titicaca, avec Viracocha qui est apparu, le mont Saint-Michel, le mont Buchegui, Stonehenge, le mont Bugara, je l'ai dit, Notre-Dame de Paris, Notre-Dame d'Amiens, le mont Saint-Hilaire au Québec, enfin tous les hotspots soi-disant d'OVNI sont dessus. Oui, c'est ce que je voulais te demander justement. Comme tu avais fait ce travail avec des zones bien précises aux États-Unis, où tu mettais ces calques avec hotspot OVNI, Bigfoot, est-ce que tu as eu le temps de faire la même chose justement avec les sites sacrés? Non, pas avec les sites sacrés. Alors, on le devine quand on parle avec les locaux. On devine que là où apparaissent les dogman, effectivement, il y a des lieux saints qui sont à côté. Et évidemment que ces lieux saints, ces sites funéraires ou ces temples sont implantés à ces endroits-là, c'est sur ces lignes, parce que intuitivement, nous ressentons tous l'existence de ces lignes, tous. Moi, sur Compiègne, j'ai l'habitude d'en rigoler. Quand le dimanche, on se balade en forêt de Compiègne avec ma femme, on voit des motards qui passent sur la route, et je dis à ma femme, ça, à chaque fois, ça l'énerve, parce que chaque fois, je me répète comme un vieux gâteux. Je leur dis, tiens, les motards vont à Pierrefonds, ils vont faire leur excursion religieuse, en fait, mais ils le savent pas. Tout le monde se barre à Pierrefonds, à Compiègne. Il faut le savoir que le dimanche, il y a énormément de monde qui se sauve à Pierrefonds, parce qu'à Pierrefonds, il y a une ligne de force qui passe sur alors pas sur le château de Pierrefonds, elle passe sur l'église de Saint-Sulpice, et sous laquelle on a une source gauloise, et à l'époque gauloise, on venait déjà se soigner avec cette eau-là. Et Pierrefonds, sous Napoléon III, était une cité thermale. Les gens venaient se soigner là-bas. Il y avait une voie de chemin de fer, il y avait 8 hôtels, il y avait 800 000 curistes par an. Alors, la femme de Napoléon III, c'est elle qui a permis l'ouverture de Lourdes, hein, parce qu'à un moment, Napoléon III a voulu faire fermer ça, parce que c'était pas génial pour comment dire, ça crée des problèmes locaux, donc on avait fermé, et c'est sa femme qui a soigné son enfant, enfin l'enfant de Napoléon III avec l'eau de Lourdes, et ça a guéri, il a guéri, qui a dit, vous me rouvrez ça tout de suite. Du coup, c'est grâce à cette femme elle a beaucoup travaillé, notamment pour les termes de Cauterets aussi. De toute façon, elle a fait un gros boulot, sa femme, là-dessus. Donc, Pierrefonds, les gens, intuitivement, viennent à Pierrefonds parce qu'ils le ressentent, mais sans le savoir. Et je donne un exemple, moi, maintenant, un exemple vécu, c'est que lorsque j'ai fait mes lignes de force, à un moment, je me suis dit, tiens, c'est vrai que quand j'allais voir mes grands-parents en vélo, j'avais 12 ans, j'avais 12-13 ans, il y avait 2 endroits qui restaient gravés dans mon esprit. Il y avait un virage dans une plaine, et il y avait une petite route avec une carrière de cran. Alors le cran, c'est le calcaire, hein, dans lequel les gens venaient creuser, les agriculteurs, pour amender leur sol en calcaire. Hein. Et donc il y avait ces 2 zones-là. Je me dis, c'est marrant, tiens, je vais regarder s'il y a des lignes qui passent dessus. Bingo, ça passait. Ça veut dire qu'inconsciemment étant gamin, j'enregistrais au moment où je passais dessus. Boum, intérieurement, ça enregistrait quelque chose. Alors, pour aller plus loin, quand j'ai regardé ces 2 sites, et c'est uniquement ces 2 sites dans mon ancien secteur d'enfance, j'ai regardé le nom des lieux, des 2 zones. Ça s'appelait les Vallées Notre-Dame. Oui. Voilà. Donc tout ça pour vous dire la prise déjà un petit peu sacralisée. Ouais. Et je ne le savais pas. Moi, j'avais 12 ans à l'époque, et j'avais des souvenirs. Quand j'ai fait mes lignes de force, j'en avais 38. Donc, il semblerait que l'être humain soit branché sans le savoir intuitivement. Mais, comme tu l'as dit, est-ce qu'il existe des méthodes pour amplifier nos capacités psychiques? Eh ouais,
Mais ouais, clairement, clairement. Et les anciens, qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils demandaient de venir prier dans les cathédrales? C'est énorme. Ou sur des petites chapelles isolées en plein milieu de nulle part. J'en ai plein, moi, dans ma région, des chapelles qui sont en dehors des villages, cachées, souvent oubliées aujourd'hui. C'est ça qui est triste. Nos sociétés ont oublié ça. Oui, oui. Alors que dans ces forêts, vous allez en plein milieu de nulle part, vous avez une butte calcaire. Moi c'est du calcaire chez moi. Vous avez une butte, vous avez souvent une source à côté, et vous avez la chapelle en plein milieu de nulle part, oubliée par tout le monde. Oubliée par tout le monde. Donc si elle a été construite à ce lieu bien précis, il y avait une raison. Mais bien sûr, et bien sûr. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert certaines chapelles. Hein. C'est-à-dire que je ne connaissais pas l'existence de ces chapelles. C'est en suivant mes lignes sur une carte, je me suis dit tiens, il y a un truc là. Je vais chercher chapelle machin. Oh bah là il y a un truc en plein milieu de nulle part. Chapelle truc. Ah bah là il y a un truc, fontaine machin. Mais ce n'est que ça, ce n'est que ça. Et c'est par mes lignes, c'est-à-dire j'ai tracé vraiment des lignes géométriques, j'ai fait des mathématiques, et ensuite j'ai regardé ce qu'il y avait dessus. Je me suis pas dit je vais essayer de tirer un trait pour essayer de relier les trucs entre eux. Non, non, c'est en traçant ton trait que tu t'es aperçu sur ton trait se situer. Exactement. Et alors, et pour en revenir aux méthodes, évidemment qu'il y a des gens qui savent encore aujourd'hui et il y a des gens qui savaient avant. Jules Verne, on lui a indiqué de venir à Amiens, d'acheter sa maison sur la rue Saint-Fucien, qui est dans l'axe de la cathédrale, parce que son cabinet de travail, il a écrit tous ses livres assis sur la Grande Méridienne, il faut le savoir. Oui. Tous ses bouquins, il les a écrits à cheval, donc au sens propre du terme, à cheval sur la Méridienne. Ce monsieur était un médium. Son inspiration, voilà. Moi, j'ai toujours dit d'où vient l'inspiration des grands auteurs, des grands compositeurs, etc. D'où vient cette inspiration? Ce monsieur, il faut savoir qu'il était déjà médium. Il était médium, mais à l'époque, on ne parlait pas de ça. C'était l'époque de la science, de la découverte de l'électricité. On ne pouvait plus tenir les discours qu'on pouvait tenir. Il fallait s'adapter à l'auditoire. Mais étant médium, on lui a inculqué, mais ça c'est la société angélique, hein, c'est ce groupe d'initiés du chat noir qui lui a dit, écoute, va à Amiens, achète ta maison là-bas et fais tes œuvres sur la ligne. Et derrière, il en a ressorti des moments, on lit des trucs, on se dit c'est pas possible, il a été dans l'avenir ce type. Il a été regarder un truc dans l'avenir. Jules Verne était un grand visionnaire, parce que il a tout inventé. Hein, le voyage sur la Lune, les sous-marins. Alors, il s'est inspiré, hein, il y avait déjà des sous-marins créés, etc. Mais il a été tellement loin. De là, il est indiqué que la fusée qui allait être projetée par le fulmicoton à l'époque allait être tirée de la Floride. Enfin, à un moment, ça, on l'invente pas, quoi. Il y a un moment, il y a quelque chose. Et cet auteur a laissé une trace telle dans l'histoire. En fait, c'est comme si on était nous-mêmes, un peu, je disais tout à l'heure, l'image des lignes, on est sur les lignes de force, on les ressent sans savoir. Et bien là, on lit son œuvre et on ressent qu'il y a un truc sans savoir. C'est exactement ça. Tous, on le sait, on sait qu'il y a quelque chose chez Jules Verne et on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Or, moi, en ayant tracé mes petits traits sur ma carte, j'ai eu la réponse. J'ai eu une piste, en fait. Je me suis dit, mon Dieu, ce type savait qu'en se mettant sur les lignes de force, on amplifiait les phénomènes. C'est un amplificateur. Maintenant, je vous laisse regarder à l'échelle de l'histoire de France ce que Louis XIV savait, ce que Nicolas Fouquet savait. Parce que ces gens-là, ils ont jonglé avec les lignes d'une force. François Ier. Oh, Chambord est en plein dessus. Le champion, lui. Chambord, mais il savait ce type, bien sûr. Exactement, parce qu'on s'est toujours posé cette question. Pourquoi construire ce château à cet emplacement-là? Puisque c'était des marécages. Mais Versailles aussi. Hein. Oui, Versailles aussi. C'était des zones mais marécageuses. Je sais pas si on peut voir à la caméra, mais je vais essayer de montrer mon doigt. Il est où mon doigt? Il est là. Je ne sais pas si on voit. Recule un tout petit peu, voilà. Alors c'est à l'envers, Chambord. Ouais, on est en plein sur le. Il est sur un nœud, il est sur un nœud. Sur un nœud. Et ça, j'ai pas cherché à le faire. J'ai tiré les traits. Et puis en descendant un moment, je me rends compte que toutes les cathédrales sont dessus. Enfin, je dis merde. Et les châteaux des rois de France initiés sont dessus. Donc. Ouais, ça nous renvoie à la géométrie sacrée aussi, cette histoire. Oui, bien sûr. Et là, on voit qu'il y a un maillage géométrique sur la Terre. Oui. Donc, est-ce que oui, mais elle est vraiment géométrique, quoi. Ouais, clairement. Alors,
comment expliquer en fait que ce maillage soit aussi bien réparti sur la Terre de manière. C'est la nature qui est. C'est la nature qui. Ce que l'on constate en traçant ça, c'est ce qu'il y a en arrière-plan de notre réalité. C'est ce qu'il y a, un peu à l'image d'une pièce de théâtre, c'est ce qui est en loge, c'est ce qu'il y a derrière, ce qui fait la réalité, l'illusoire réalité physique que l'on vit. En fin de compte, derrière, il y a tout un monde. Et la nature, les grandes lois de l'univers sont géométriques et fractales. Il faut vraiment en prendre conscience. C'est pas un maillage qui est créé par l'homme, c'est l'homme qui se pose sur le maillage. Voilà. Que dire d'autre là-dessus? Et c'est une connaissance antédiluvienne. C'est vraiment, il n'y a pas eu de découvreur dans notre période connue. On voit que c'est toujours une reprise de quelque chose d'avant. Donc ça nous repousse toujours dans le passé jusqu'à un moment où les mégalithes. Il va falloir trouver l'origine de. Voilà. Les mégalithes les plus anciens sont les plus à l'ouest. Voilà, maintenant je n'irai pas plus loin. J'irai pas plus loin. Mais voilà, cette connaissance, et aujourd'hui, elle est encore connue. Moi, j'en discute avec quelques personnes bien mieux initiées que moi, qui m'ont dit tes histoires de sang méridienne, on le sait déjà. Mais ces gens-là, on les voit pas. Ils apparaissent pas sur YouTube. C'est ça. Donc, mais ils m'ont dit ouais, tu l'as trouvé par toi-même, c'est cool, c'est bien, c'est super. Tant mieux pour toi. Comme quoi, ça confirme que tu es sur la bonne voie. Bah, j'espère. J'espère. Oui. En tout cas, on avance et voilà, il faut en parler. Il faut en parler voilà, parce qu'aujourd'hui, vraiment, on est dans un monde pourri et on peut tellement être mieux faire mieux que ce qu'on est en train de faire là. Mais là, ça demande de ne pas taper sur les élites. On a les élites qu'on mérite, j'ai l'habitude de dire. C'est de taper sur soi. Un peu comme dans l'image le discours de V dans Vendetta, où il dit si vous voulez connaître les vrais coupables, je vous conseille de vous regarder dans un miroir. Oui. On a laissé les gens faire, on est quelque part, on est complice. De ces gens. Bien sûr. Parce que moi, je vous le dis, je suis personne. J'ai fait un BEP agricole, un BEP. Voilà, donc on ne peut pas dire qu'intellectuellement, c'était gagné pour moi. J'ai fait un bac pro, un BTS, puis après je suis monté en école d'ingé. Mais pour vous dire que vous êtes tous en capacité d'aller chercher votre vérité vous-même. La Terre est ronde, sur la surface d'une sphère, il n'y a pas de centre. D'accord? Ça veut dire qu'on est tous sur le même niveau de possibilité de compréhension. D'accord? Sur une sphère, il n'y a pas de centre. Donc moi, j'ai regardé Compiègne, puis j'ai tracé tout seul, puis j'ai regardé localement. Et puis au fur et à mesure, je suis remonté jusqu'au niveau monde et je me suis fait ma propre auto-initiation. C'est ça aujourd'hui qu'il va falloir que les auditeurs entendent, c'est que vous pouvez pas. Moi, j'ai des gens qui viennent me voir, qui me disent, j'ai des messengers, vous imaginez pas. Tu es formidable, tu es génial. Enfin, je dis aux gens, non, mais arrêtez, c'est bien, ça me fait plaisir. Je vais en avant, donc du coup, j'avance. Mais moi, je veux pas entendre ça. Alors après, on vient me poser des questions, et qu'est-ce que tu penses de ça, et machin. Et d'un coup, on crée une dépendance. Non, refaites pas les mêmes conneries, les gars. C'est pas non. Moi de toute façon, je ne veux rendre de compte à personne et je ne veux pas sentir une pression de personne. Je viens de parler avec vous sur YouTube. Là, je profite de ta chaîne et ensuite je me casse. Et je vis ma vie. Je vis ma vie. Tu proposes tes recherches et après chacun est libre. Primordial. Et d'utiliser aussi ce que tu as découvert pour. C'est utiliser, c'est faire les choses. Voilà, pour ouvrir ses connexions, ouvrir ses portes que certains parfois ont du mal à ouvrir. Il ne faut pas être attentiste. Il faut arrêter d'attendre des autres ce qu'on peut faire soi-même. Si on n'est pas maître de son destin. Donc, il ne faut pas être attentiste. Il faut, certes, là, on se réunit ensemble. Tu vois, je discute avec toi qui en a sous le pied aussi, parce que tu as fait tes recherches. Tu es l'exemple type comme moi. On est deux chercheurs et on discute ensemble et ça roule parce que on est d'accord sur tout. Parce qu'en fait, de toute façon, peu importe de où on part. On a chacun nos pièces du puzzle et on voit que ça match, quoi. C'est comme si on partait il y a un cercle. On part chacun d'un côté du cercle et on va vers le centre. Et en fait, on se dit, bah ouais, on arrive au même endroit parce que moi j'ai fait ça, bah moi j'ai fait comme ça. Bah ouais, mais on a fait pareil en fait, mais pas tout à fait avec la même facette. Et voilà quoi. On a pris des chemins initiatiques différents, mais au final, l'initiation. L'initiation, au final, elle ramène toujours aux mêmes choses. J'ai un mec super initié, je tairai son nom, je pense pas qu'il ait spécialement envie qu'on parle de lui, mais à un moment, il me disait, Bragi, il va falloir à un moment que tu prennes conscience dans ton initiation de l'omniprésence de la grande
grande déesse blanche. Mhm. Ben, je lui dis, c'est fait, c'est fait, je suis d'accord avec toi, c'est vrai, tu as raison. Elle Et est qu'est-ce qu'il appelait la grande... La grande déesse blanche, c'est celle qui est partout, c'est la Vierge Marie, c'est Isis, c'est Marie, Ishtar, oui, c'est oui, Stella Maris, euh, c'est la grande Immaculée, c'est celle que les Babyloniens appelaient l'Immaculée. mhm, mhm. L'Immaculée, et c'est celle qui se fait encore appeler lors de ses apparitions, je suis l'Immaculée. Oui. C'est le pôle féminin de Dieu, c'est le pôle féminin de la grande création. C'est la matrice matière. Justement, tiens, en parlant des apparitions mariales, est-ce que tu as fait aussi ce lien avec tes recherches Ah par bah rapport c'est aux oui. endroits où il y a eu ces fameuses apparitions Ah, mariales, comme à elle les Fatima, comme à exploite, elle les exploite. Lourdes, hein, on est en plein dedans, hein, on est Elle dans une les grotte, il y a exploite, l'eau, il y a la tout est roche. dedans, tout est dedans, Là, tout est on a dedans. le concentré. Et elle demande la prière des enfants. Mhm. Les enfants sont vierges de tout processus mental. Oui, ils n'ont pas Ils été sont, formatés. ils sont Mhm. émotions, ils sont Mhm. émotions, ils sont immaculés en fin de compte. C'est ça. La prière de ces enfants-là, positionnée sur des lignes de force, change le monde. Réellement, hein, réellement. Je vous invite à aller voir l'apparition de l'île Bouchard, où grâce à l'apparition de la Vierge et à la prière de tout le village et de tous les alentours, on a évité la guerre civile dans les années 50 en France. La prise de pouvoir par Staline via les anciens résistants communistes, on a évité la prise de pouvoir et on a évité que la France devienne communiste. Et c'est par je vous invite vraiment à l'écouter. C'est la dame qui a vu ça étant enfant, donc il explique, c'est une institutrice, enfin elle est décédée maintenant, paix à son âme, mais elle explique vraiment comment la Vierge, alors sous une gangue religieuse, Mhm. Mhm. a mis en place toutes les lois occultes permettant de changer les cours des événements. D'accord. Aujourd'hui, on a des élites qui en ont sûrement conscience et qui en jouent. Maintenant, c'est au peuple de reprendre le pouvoir, tous individuellement, de Mhm. reprendre le pouvoir et de virer ces élites-là par sa propre auto-initiation. Et après, on se regroupe tous ensemble et puis on les dégage, mais il n'y a même pas besoin physiquement d'intervenir. La prière suffit. Oui. La prière change les événements. Oui, Voilà. à notre époque, malheureusement, je pense qu'on sous-estime la puissance d'une prière. Alors, quand je vois ce que j'ai réussi à générer dans une maison une nuit, juste avec mon verre d'eau et mon pendule, Oui. j'étais tout seul, mais j'étais sur la Grande Méridienne. Attention, Mhm. je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure. J'étais Ah, comme Jules Verne, assis sur la Méridienne de d'accord. France, la Oui, Méridienne. Et je l'ignorais, hein, donc hein. en fait, voilà, tu avais tous les éléments, donc Ouais, l'eau, cette roche ouais, et le ouais. lieu. J'avais tout, Et le lieu. Mhm. tout. Le destin, tu vois, la guidance, Mhm. Et c'est pour ça que du coup, il y a une vraie plus-value dans la vidéo qu'on va faire ensemble parce que je suis intervenu sur plein effectivement de chaînes, mais à chaque fois j'essaye d'amener du plus. Et là aujourd'hui, tu as vraiment l'actualisation de ma pensée du 22 mars. D'accord. Ah bah, merci. Et ce pourquoi je vais me battre aujourd'hui. Voilà, c'est-à-dire que là, que les auditeurs n'attendent pas Bigfoot Dogman 2 le retour. Mhm. Je suis pas, c'est pas mon but. Moi, mon but, c'est d'avancer dans mon auto-initiation et d'amener avec moi les gens qui sont capables de le faire pour qu'ils s'auto-initient eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils cèdent par ce que je peux amener et ensuite, ils ferment la porte aux autres et ils s'auto-initient eux-mêmes. Avant de commencer à se réunir, c'est le problème du genre humain, c'est qu'on a voulu tout de suite mettre des leaders au pouvoir, de créer des modèles sociétaux et ensuite d'imposer ça aux gens. Ça marche pas. On le voit bien, ça marche On le pas. voit bien. Mhm. Donc maintenant, essayons chacun de notre côté de trouver en nous-mêmes notre propre royauté, hein, cette forme de monarchie en nous-mêmes, de se trouver comme effectivement maître de nos pensées. Essayons de trouver en nous-mêmes aussi, par une forme de religion, l'amour qu'on doit avoir pour nous-mêmes et pour les autres, de manière inconditionnelle. Essayons de retrouver notre richesse, non pas par le capitalisme, mais par la richesse en nous, parce qu'on est capable d'offrir aux autres. Hein, j'ai une très belle poésie que mon petit garçon de 8 ans est en train, en ce moment, de réciter, d'apprendre par cœur, qui s'appelle Le Sourire, et qui dit « Un sourire ne s'achète pas ». Donner un sourire, c'est offrir, et c'est ça, quoi. C'est ça. C'est donner aux autres. Donc, c'est d'abord en nous-mêmes. Avant de vouloir sauver le monde, il faut déjà se sauver soi-même. Et Mais c'est oui, pas en oui. attendant un sauveur que ça marchera, parce Non, qu'il non. n'existe pas, le sauveur.
Je Et suis désolée. les nombreuses personnes qui ont fait des expériences qu'on appelle de mort imminente, hein, des NDE, Mmh. l'ont tout rapporté. Hein. Tous, Quelle est la amour, première question qu'on leur a posée là-haut? C'est pas combien qu'as-tu tu avais fait de pour les Ferrari autres? dans ton garage et ton compte en banque, il était comment? C'était qu'est-ce que tu as fait pour aimer et pour les Comment autres? as-tu aimé? Qu'as-tu fait Mm. pour les autres? Exactement, Voilà, Nicole donc Dron. c'est Ouais, voilà, ouais, ouais, exactement. exactement, Donc voilà, ne pas se tromper de but dans la vie. Hein, c'est ça. je pense que comme tu l'expliques, hein, le plus important c'est l'amour et de donner aux autres. Mais bon, en ce moment, j'ai l'impression que comme tu le dis, certains initiés qui sont malheureusement peut-être au pouvoir ont bien compris comment ce système. Et on nous Et empêche de le comprendre. On nous on nous empêche de... empêche de le comprendre, mais ils l'ont compris eux Et eux l'ont compris. et ils en profitent et ils l'utilisent. C'est ça, ils l'utilisent et c'est vrai que moi qui ai étudié l'occultisme de manière opérative, c'est-à-dire vraiment j'ai été mettre la main à la pâte à tel point que des fois j'en ai subi dans ma chair des retours. Hein, Mhm, mhm. je parle dans mon bouquin La calèche sur le chemin d'une griffure que j'ai eue en pleine nuit. Hein, on m'a griffé, hein, on m'a vraiment griffé. J'en ai toujours la douleur éthérique, c'est-à-dire que quand je D'accord. passe sur une ligne de force, ça me picote le flanc. Hein. C'est-à-dire que je Mhm. suis capable maintenant quand je marche sur une ligne, je le sais quoi, je le sais. Tu as C'est ton dingue. radar. Ah ouais, j'ai mon radar, mais Mm. ça picote et je le sais. Ou quand je génère une pensée émotionnelle puissante, soit une colère, quand je me fâche contre mes enfants parce que voilà, ils ont fait une bêtise, ou lorsque j'ai ouais, une poussée, une montée d'une émotion forte, ça me picote. Ça montre bien que dans les plans subtils de notre propre morphologie, on a des mécanismes qui se mettent en route. Et moi qui, qui, qui suis petit-fils d'agriculteur, avait du mal avec ces choses-là. Il a fallu un incident comme ça pour que dans ma chair, je le ressente en me disant « Ok, ça marche, Mm. ok, ça fonctionne parce que vraiment, j'ai mal. Ça, Mhm, mhm. ça pique, hein, franchement. Donc calme-toi, c'était trop dans l'émotion. Mm. C'est comme ça que je le sais maintenant. Mais voilà. Mais il ne s'agit pas de vous convaincre, c'est vraiment que vous puissiez faire l'expérience vous-même de tout ça et de ne pas attendre les émissions de l'énergie 12 ou de TMC ou Pour, autre. Ça ne marche pour pas, être ça. au courant de ces choses-là, non, non, ça marche Voilà, pas du non, tout. non. Ouais, ouais. Et pour voir, il faut croire. Malheureusement, je suis désolée. Oui, Pour voir, il faut croire. Donc, à partir du moment où vous allez commencer à vouloir voir, vous allez avoir des synchronicités qui vont se mettre en route et je vous renvoie sur le travail de Philippe Guillemont, c'est-à-dire que vous allez avoir un retour rétrocausal. oui. Voilà, vous allez réécrire votre futur par le présent et c'est la vérité en fait. C'est vraiment la vérité. Et moi qui n'avais rien pour devenir ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire me retrouver à parler de ça, ancré dans la matière, enfin j'ai une vie complètement classique. C'est parce que depuis petit, j'ai eu la volonté de faire ça qu'aujourd'hui j'en suis amené à être ce que je suis aujourd'hui, quoi. Mais c'est juste par l'effort. C'est par l'effort. J'ai pas de talent de médium, de machin. Tout ça, c'est arrivé. Non, mais Voilà. l'effort que tu as mis pour aller chercher Ouais, toutes ces choses-là. Et c'est comme tu ça. dis, il faut pas rester passif. Il faut Non. aussi, Non, faut pas être attentiste là. voilà, Maintenant, voilà. faut avancer parce qu'on en a vraiment besoin. Et chacun va se dire ouais, mais l'actualité mondiale, qu'est-ce qu'on peut faire nous à notre petit niveau? Ben si, vraiment. Commencez à changer le paradigme, changez votre paradigme. Et vous allez vous rendre compte, moi, à ce moment, moi qui suis un peu sous la lumière, j'ai des gens qui m'appellent hein, tous les midis, j'ai des gens mais qui veulent juste me parler pour échanger de leurs trucs, de leurs expériences personnelles. Et on est en fait, il y a beaucoup de gens qui ont ce besoin autour d'eux, ils ont personne à qui en parler et ils se sentent tout seuls. Et en fait, on n'est vraiment pas tout seul. Hein. On Mhm, n'est pas mhm. tout seul, on est tous dans notre coin, mais on n'ose pas en parler parce que la société ne le permet pas. Mais vraiment, allez-y quoi. Commencez à rentrer dans l'initiation, l'auto-initiation. N'attendez pas d'un groupe une réponse, n'attendez pas d'un messie une réponse. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas en fait. C'est que le collectif qui parle. Moi, je fais mon taf là, et puis un autre fera un autre taf, et puis c'est collectivement quoi qu'on va C'est amener ça. le discours. C'est comme aller sur le chemin de Compostelle. Hein. C'est ça. C'est faire sa propre initiation sur le Faut y aller. trajet. Faut y Exactement. aller avec ses deux jambes. Hein. Voilà. On va pas vous emmener en voiture jusqu'à Compostelle. Il faut y aller avec ses deux jambes. Exactement. Bah écoute Bragui, moi je te remercie pour cet échange qui était très très intéressant, passionnant, parce que moi ça matche vraiment tes découvertes avec mes recherches sur l'eau, sur les Mmh. sites sacrés, je Mmh. trouve que et puis aussi sur l'ufologie. Hein, je vous renvoie aussi à l'émission que j'avais fait aussi avec Michel Rousseau sur son film Vortex, qui est un film initiatique
et qui donne aussi beaucoup de clés par rapport à cette quête que chacun peut mener de son côté. Donc c'est un grand merci que je t'envoie, Bragi, pour cet échange. Pareillement, pareillement. Et puis je mettrai le lien pour aller sur ta petite chaîne YouTube. Voilà. Et puis tu as donné d'autres interviews sur d'autres chaînes que j'invite aussi les personnes à aller. J'essaye à chaque fois d'y amener quelque chose de plus par respect pour la chaîne. J'essaye toujours d'y amener un petit complément, sachant que de mon côté, pour aller plus loin, puisque là on est le 22 mars, moi mon but aujourd'hui, c'est de mettre en place un protocole qui permette à chacun de faire son expérience d'autogénération de phénomènes. C'est vraiment de voir que l'on peut générer un phénomène. Donc le but, c'est pas de donner une recette de cuisine, parce que l'auto-initiation, ça demande un effort, mais un peu à l'image de l'alchimie, avec le dire sans le dire. C'est d'être capable de donner les bases. Donc les bases, de toute façon, elles vous sont déjà données. Je viens déjà de le dire avec l'expérience de Carcassonne, en fin de compte. C'est le point de départ. Mais après, il n'y a pas que ça. Il faut y mettre énormément d'autres choses. Mais voilà, c'est de donner possibilité à chacun de faire son expérience, de se convaincre soi-même de sa réalité. Oui. Et c'est ce que je vais donc mettre en place pour l'année prochaine. Je vais essayer de faire la deuxième partie de la calèche sur le chemin. Donc ça sera la suite cette fois-ci, avec vraiment dedans le protocole pour que les gens qui veulent expérimenter par eux-mêmes le fassent. Moi, en ce moment, je suis en plein dedans. Je suis en pleine recherche. J'ai déjà des résultats tangibles. Vraiment, je pèse mes mots, je ne vais pas plus loin parce que je ne veux pas faire de sensationnalisme, mais je ne pensais pas atteindre ce niveau-là. Et pourtant, c'est le cas. Et la problématique du dogma a beaucoup aidé parce que j'ai vraiment eu les critères qui me permettent d'avancer. Et du coup, j'espère vraiment initier quelque chose, un protocole, et puis réexposer ma pensée dans ce bouquin avant de donner le protocole en fin de bouquin, mais réexposer vraiment toute la problématique de l'existence des lieux de force. Pourquoi l'intérêt d'aller y faire des prières, y aller pour se ressourcer, pour sa santé, et puis aussi pour commencer à changer son état d'esprit, parce que le levier de nos capacités psychiques, le vrai levier, c'est l'émotion, mais pas n'importe quelle émotion, parce que si elle est mal exploitée, c'est l'infrafaune qui arrive. Et je reviens sur Skinwalker Ranch avec Monsieur Gorman qui disait c'est marrant parce qu'on a l'impression que ces phénomènes essayent de nous faire peur. Oui, tout à fait. Ils essayent de tirer le jus de ce que nous sécrétons dans le monde subtil pour exister. Donc, savoir réorienter sa pensée vers l'émotion, mais la belle émotion, l'émotion d'amour en fin de compte, pour les autres, qui se traduit ensuite en actes. Mais changer déjà d'état d'esprit, c'est devenir maître de sa réalité, c'est de ne plus devenir juste une espèce d'animal dans le cadre d'un écosystème plus global sur lequel des fauves de l'immatérialité viennent nous chasser en fin de compte, pour exister. C'est vraiment prendre sa vie en main d'être humain, vraiment la prendre en main. Et tout ça, donc, c'est ce que je vais essayer d'amener dans ce prochain bouquin pour que les gens fassent leur propre expérience et s'auto-initient, et que donc je puisse allumer un maximum de petites bougies partout pour qu'on puisse tous avancer ensemble et changer ce paradigme et ce monde détestable qui ne fait que, moi, quand je regarde les années 80, 90 et que je regarde là, j'ai l'impression que c'est pire en fait aujourd'hui. Ah oui, c'est pire qu'avant. Il n'y a pas d'amélioration. On a même une paupérisation une paupérisation de la frange moyenne du français. Moi, je vois que mes parents ont réussi à monter, mes grands-parents ont monté d'un cran dans le bonheur, dans la recherche du bonheur, et moi, je vois que ma génération, on stagne. Oui. On stagne. On est en train de stagner. Donc, c'est qu'il faut changer le modèle. Et le modèle, il ne faut pas espérer une 6e république ou non, je ne sais quelle repartir sur connerie. un matérialisme Non. On voit ce que ça donne, c'est pas du tout le bon chemin. Ça marche pas. Et les phénomènes inexpliqués que tu étudies, que j'étudie, nous donnent une voie, nous donnent une explication. C'est ça qui est génial. C'est un moyen parmi d'autres. Il y en a d'autres moyens. Mais quand on étudie le phénomène
les phénomènes inexpliqués autrement que sous l'œil de Énergie 12, eh ben, on s'auto-initie, on peut s'appeler initié, on s'auto-initie tous ensemble. Vraiment, c'est ce qu'il faut retenir je pense, de cet échange. Ouais. Et puis, comme tu le disais, un petit pèlerinage sur des lieux sacrés, car selon moi, ces sites sacrés avaient une utilisation bien précise. Lorsqu'on voit la peine que se sont donnés les bâtisseurs de ces sites, c'est que cette utilisation devait être d'une importance capitale. Et complètement, mais elle n'était pas pour aller bouger des tonnes et des tonnes de roches de plusieurs kilomètres pour les poser à ces endroits bien précis. Exactement. Ils se sont donné autant de mal, c'est pas pour rien. Et dites-vous bien qu'effectivement, on n'en voit pas. Du coup, on ne voit pas ce qu'ils ont pu en faire. Matériellement, on ne comprend pas derrière ce que ça a amené en plus. C'est ça. Mais c'est parce qu'il n'y avait rien de matériel. Ça a amené en plus à l'intérieur de soi. C'est une vraie reconnexion. Là, il y a 2 jours, dans le cadre de mon protocole, je me suis retrouvé en état émotionnel pour la première fois de ma vie. J'ai ressenti une vague me tomber sur la gueule. J'ai eu, au moment où le truc est arrivé sur moi, j'ai eu les larmes qui ont suivi le flot, quoi. Je n'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Et j'ai eu une parole qui m'est venue d'un coup. Je me suis dit, aujourd'hui, je pleure pour le monde. C'est bizarre comme histoire, parce que j'aurais jamais mis ces mots-là dans ma vie de tous les jours. Et là, d'un coup, j'ai une sensation qui m'est tombée dessus. Les larmes sont tombées. J'étais en train de charger, justement. J'étais en charge. J'étais en train de charger pour mon protocole. Et d'un coup, je crois que je me suis connectée à ce qu'il fallait, en fin de compte, le bon canal. Et d'un coup, j'ai eu une émotion, une tristesse, une émotion, au-delà de la tristesse, une émotion pure. Et je me suis dit, ce matin, je pleure pour le monde. C'était bizarre, parce que jamais j'aurais... Je m'écouterais avec 5 ans en arrière, je me suis dit, le mec est complètement allumé, quoi. Il est allumé, le type. Il a pété un câble. Mais c'est dingue, franchement. Il y a beaucoup à apprendre, vraiment, de soi-même. Et tout est à l'intérieur. À un moment, abandonnez les livres. Et quand vous aurez fait le tour, vous allez vous en rendre compte. Et c'est par soi-même qu'on avance. Les bouquins, ça va un temps. Après, il faut avancer par soi-même. Passionnant. Passionnant. Bah écoute, moi la porte est grande ouverte, Bragui. Si tu souhaites dans un futur proche, justement, nous expliquer un petit peu ces protocoles, éventuellement, si tu as écrit une suite par rapport à ces protocoles. Je prends mon temps. Pour l'instant, c'est pas assez dur. Oui, tu as raison. Il faut prendre son temps. Il n'y a pas de course. Le but, c'est pas. Je gagne pas ma vie avec ça. C'est du partage. Mais non. Quand ce sera prêt, je le ferai savoir. Mais j'ai déjà des effets concrets. On va dire que ça marche en fait. Tu es sur la bonne voie. Ça fonctionne bien. Ça marche bien. Bah, merci beaucoup, Bragui, et puis j'espère à bientôt. Ouais, et puis, avec plaisir, Jérôme. Moi, je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes continuations également, et puis on se retrouve pour de prochaines aventures sur Horus. Salut Bragui, salut tout le monde. Salut Jérôme. À bientôt.